Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau snap dédié à The Hidden Habits of Genius par Craig Wright. Et aujourd'hui, on va donc découvrir les traits qui définissent un génie. Quand on pense à des noms comme Michel-Ange, Shakespeare, Toni Morrison, il y a un mot qui nous saute tout de suite à l'esprit, c'est le mot génie. Mais au fond, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pourquoi ces personnes sont-elles perçues comme si spéciales? Est-ce qu'il y a des traits ou des habitudes qui les différencient vraiment du commun des mortels? Ce snap va justement plonger dans les secrets de ces esprits extraordinaires, en explorant leur comportement, leurs rituels et leur manière de penser. On va s'inspirer de figures emblématiques pour tenter de comprendre ce qui fait d'eux des génies. Alors, est-ce qu'on peut tous apprendre à leur ressembler ? Peut-être pas complètement, mais en appliquant quelques-unes de leurs méthodes, on pourrait bien s'en rapprocher au moins un peu, et ce serait déjà pas mal ça, Paul. C'est sûr que s'en rapprocher au moins un peu, ce serait parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Paul et on va attaquer tout de suite par le premier chapitre qui nous montre comment les génies regardent le monde avec des yeux d'enfant. On attaque donc ce chapitre 1 qui nous explique comment regarder le monde avec des yeux d'enfant. Alors comment est-ce qu'il faut faire ? On a tous entendu parler du monstre de Frankenstein, mais ce qu'on sait moins, c'est que Mary Shelley, elle avait seulement 19 ans quand elle a achevé ce roman légendaire. En fait, elle a commencé à l'écrire à 18 ans, après un pari un peu fou avec son futur mari, Percy Shelley et leur ami Lord Byron. Écrire l'histoire la plus terrifiante possible. Et si son jeune âge, loin d'être un obstacle, avait sûrement été son atout, est-ce que cette proximité avec l'enfance a été la clé de sa créativité ? L'histoire de Mary Shelley illustre à quel point un regard proche de celui d'un enfant peut libérer une créativité exceptionnelle. Mais elle n'est pas la seule. Prenons l'exemple de Pablo Picasso. Lui, au contraire de Shelley, il a continué à produire des chefs-d'œuvre tout au long de sa vie. Pourtant, il a dû lui aussi retrouver cet esprit d'enfance pour vraiment révolutionner l'art. Ok, c'est très intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement retrouver un regard d'enfant ? Regarde, quand Picasso était jeune, son père, qui était lui aussi artiste, lui a transmis une incroyable maîtrise technique. Mais ses premières œuvres d'art, elles manquaient de ce petit quelque chose. C'est que plus tard, en embrassant une sorte de régression contrôlée, qu'il a trouvé son vrai génie. Picasso disait lui-même, il faut beaucoup de temps pour redevenir jeune. En adoptant un esprit ludique et un esprit audacieux, il a commencé à jouer avec des formes exagérées, des lignes simplifiées et des couleurs vibrantes. C'est cette approche presque enfantine qui a rendu son art révolutionnaire. Donc, ce regard enfantin, c'est un mélange d'audace, d'imagination et d'absence de peur face aux erreurs. C'est ça ? C'est ça, oui. Que ce soit Mary Shelley ou Picasso, leur génie vient de cette capacité à ignorer les limites qu'on s'impose souvent en tant qu'adulte. Ils ont su conserver une fraîcheur et une liberté d'esprit qu'on associe généralement au monde de l'enfance. Et c'est une belle leçon, peut-être qu'on devrait tous essayer de retrouver un peu de ce regard dans notre vie quotidienne. Et ce qu'on va voir dans la suite, dans le prochain chapitre, c'est qu'un autre ingrédient essentiel du génie, c'est de cultiver une forte curiosité. On va donc attaquer ce chapitre 2 qui parle de cultiver une forte curiosité. Si je vous demande de penser à un génie, qui vous vient à l'esprit ? Einstein, Shakespeare et pourquoi pas Léonard de Vinci ? Oui, Clara, Léonard de Vinci, c'est une figure emblématique de la Renaissance et il est connu pour être à la fois peintre, sculpteur, ingénieur, anatomiste et encore beaucoup d'autres termes. Mais voilà la question, comment quelqu'un comme Léonard de Vinci a-t-il pu exceller dans autant de domaines et surtout s'il n'avait reçu aucune éducation formelle en latin ou en grec, considéré à l'époque comme essentiel. Qu'est-ce qui explique son génie ? Est-ce que c'était sa curiosité infinie ? En fait, Léonard de Vinci incarne parfaitement ce qu'on veut dire quand on parle de curiosité insatiable. Et c'est justement ça le message clé de ce chapitre. Pour se rapprocher d'un esprit de génie, il faut cultiver une curiosité intense. Mais attention, cette curiosité peut prendre de nombreuses formes. Certains s'intéressent au timbre, d'autres au baseball ou encore à l'histoire des civilisations anciennes. La différence avec des gens comme Léonard de Vinci, c'est qu'ils sont curieux, mais de tout. Une sorte de curiosité infinie donc, mais concrètement, qu'est-ce qui rendait vraiment sa curiosité si unique ?
Prenons une simple journée dans la vie de Léonard à Milan. Sa liste de tâches comprenait des choses comme calculer la superficie de la ville et de ses environs, trouver un livre sur l'architecture locale, apprendre à réparer une serrure, demander à quelqu'un comment mesurer la position du soleil ou encore examiner une arbalète. Et ça, c'est que des exemples parmi tant d'autres. Ce besoin constant de comprendre et d'explorer le monde qui l'entourait, c'est ça qui l'a poussé à accomplir des choses extraordinaires. Alors, est-ce qu'il y aurait un moyen d'arriver à s'intéresser à tout comme Léonard? Eh bien, d'après l'auteur, c'est plus simple qu'on ne le pense. La prochaine fois que vous êtes dans une ville inconnue, promenez-vous au hasard. Entrez dans une librairie, choisissez un livre sur un sujet qui ne vous intéresse pas d'habitude, explorez quelque chose de nouveau, quelque chose qui pique votre curiosité. C'est comme ça qu'on s'enrichit notre esprit et qu'on développe cette ouverture d'un véritable génie. Donc, ce qu'on retient de ce chapitre, c'est que la curiosité est bien plus qu'un simple intérêt pour un sujet ou pour deux sujets. Les grands esprits comme Léonard de Vinci sont curieux de tout, sans exception, et c'est cette soif insatiable de découverte qui les distingue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain chapitre, Paul? Alors, dans le chapitre 3, on va explorer un autre aspect fondamental du génie, donner toute son attention à son travail. On arrive donc au chapitre 3 et ici l'auteur va nous parler de la manière dont il faudrait donner toute son attention à son travail. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Paul? Alors, après avoir étudié la curiosité de Léonard de Vinci, on va se pencher sur une autre de ses qualités essentielles, sa capacité incroyable à se concentrer. Mais pourquoi cette concentration, elle est si cruciale pour un génie et qu'est-ce qui distingue une simple attention d'une véritable immersion totale dans notre travail? Léonard de Vinci, c'était un maître en la matière. Quand il s'agissait de créer des œuvres d'art, il adoptait une approche lente et délibérée. Par exemple, quand un abbé s'est plaint du temps qu'il mettait à peindre la scène, Léonard a répondu que les grands génies ont besoin de temps pour développer des idées parfaites avant de les exécuter. C'est ça la leçon clé ici. Pour atteindre l'excellence, il faut donner à son travail une attention complète et sans compromis. Est-ce qu'on parle d'une concentration intense qui serait une qualité commune à tous les génies du coup? En théorie, et d'après l'auteur, oui, si on prend Albert Einstein, on l'imagine souvent dans une salle de classe silencieuse, devant un tableau noir, en train de développer des théories révolutionnaires. Mais en fait, Albert Einstein, il pouvait se concentrer n'importe où. Un ami qui lui a rendu visite en 1903, alors qu'il était jeune papa, a raconté que même si l'endroit sentait les couches et la fumée, Einstein restait complètement imperturbable. Cela dit, ce niveau de concentration, il n'est pas toujours inné. Certains génies prennent des mesures drastiques pour éliminer les distractions. Léon Tolstoï, par exemple, s'enfermait à clé dans son bureau. Vladimir Nabokov, lui, il écrivait dans le coffre de sa voiture, le seul endroit où il pouvait éviter les bruits et les interruptions. Que la concentration vienne naturellement, comme pour Einstein, ou qu'elle demande un effort environnemental, comme pour Nabokov, l'essentiel, c'est de plonger totalement dans la tâche à accomplir. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que la concentration, qu'elle soit instinctive ou qu'elle soit acquise, c'est un ingrédient fondamental du génie. Être capable de se focaliser entièrement sur une tâche, c'est ce qui permet de transformer une bonne idée en une réalisation exceptionnelle. Exactement, Clara, et on va voir dans le prochain chapitre un autre trait audacieux des génies, c'est le fait de briser les règles. On arrive donc au chapitre 4 qui va parler de comment oser briser les règles selon l'auteur. Oui, et l'auteur nous donne un bon exemple. Quand Andy Warhol est arrivé à New York en tant que graphiste commercial, il a tout de suite remarqué que quelque chose clochait. Les œuvres exposées dans les galeries semblaient déconnectées de la réalité. Elles ne reflétaient pas du tout la société obsédée par la consommation qu'il voyait autour de lui. Alors plutôt que de suivre les règles implicites du monde de l'art, Andy Warhol a choisi de les briser. Mais pourquoi est-ce que c'est si important et comment est-ce que ça peut être une clé du génie ? Warhol était un excellent exemple. Plutôt que de suivre les tendances artistiques de son époque, il a décidé de se concentrer sur des objets de tous les jours, comme des bouteilles de coca ou alors des boîtes de soupe. En transformant les icônes de la consommation en art, il a changé la manière dont le monde percevait l'art moderne. Mais il n'était pas le seul à briser les règles. On peut prendre aussi Martin Luther, qui est un prêtre augustin et théologien allemand. En 1517, il a littéralement cloué ses 95 thèses sur la porte d'une église en Allemagne, défiant les pratiques établies de l'église catholique.
Ce geste a déclenché la Réforme, un mouvement qui a changé le cours de l'histoire. En refusant de respecter les règles, il a fondé une nouvelle branche du christianisme et redéfini les structures religieuses de toute son époque. Ah oui, donc que ce soit dans l'art, dans l'histoire, briser les règles, ça peut vraiment provoquer un changement monumental en fait. Et oui Clara, les génies ne se contentent pas de suivre le courant, ils remettent en question ce qui est accepté. Ils bouleversent les conventions et ils forcent le monde à évoluer, que cela lui plaise ou non. Ils dérangent, ils innovent, ils transforment. Si Warhol avait suivi les règles du monde de l'art, il serait resté un graphiste parmi tant d'autres. Si Luther avait respecté l'autorité de l'Église, le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui serait bien différent. Ok, donc ce qu'on retient ici, c'est que les génies ne se contentent pas de bousculer les règles, ils redéfinissent les cadres eux-mêmes. Et dans le prochain chapitre, de quoi est-ce qu'on va parler ? Eh bien, l'auteur va nous montrer comment les génies transforment leurs faiblesses en véritables sources de créativité. On arrive donc au chapitre 5 qui s'appelle « Transformer une faiblesse en source de créativité ». On va voir ce que l'auteur veut dire par là. On entend souvent dire qu'il y a un lien entre le génie et la folie. Aristote lui-même affirmait qu'il n'y a pas de grand génie sans un soupçon de folie. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment et comment les génies utilisent-ils leurs moments de faiblesse ou leurs troubles comme tremplin pour créer ? C'est une question qui est fascinante et en réalité il existe une frontière très mince entre le génie et la perte de contrôle. Une étude sur la vie des écrivains et artistes britanniques éminents a relevé que les poètes, par exemple, sont de loin les plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale. Les génies, cependant, semblent avoir une capacité unique à transformer ce qui pourrait être une faiblesse en une force créative. Ok, c'est intéressant, mais comment ça se traduit concrètement ? On va prendre l'exemple de Yayoi Kusama, une artiste japonaise. Aujourd'hui âgée de plus de 90 ans, elle vit dans un hôpital psychiatrique à Tokyo et travaille dans son studio situé juste en face. Kusama appelle son art psychosomatique. Elle a transformé ses hallucinations et ses troubles mentaux en œuvres visuelles qui lui permettent non seulement d'exprimer sa souffrance, mais aussi de la transcender. Elle dit d'ailleurs que son art, c'est une manière de guérir sa maladie. Ce qui est remarquable chez les génies comme Kusama, c'est qu'ils ne voient pas leurs troubles comme des obstacles, mais comme des ressources. Ils utilisent leurs défis personnels pour alimenter leur créativité en trouvant des façons uniques de transformer leurs faiblesses en force. C'est un processus qui est très difficile, mais qui est incroyablement puissant. Ah d'accord, donc ce qu'on retient, c'est que les génies ne fuient pas leurs faiblesses, mais ils les embrassent et les transforment en source d'inspiration. Et qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain chapitre ? Alors Clara, ce sera le dernier chapitre et on va parler d'un autre ingrédient clé qui est trop souvent négligé, c'est savoir prendre le temps de se détendre. On arrive donc au chapitre 6, qui nous parle de prendre le temps de se détendre. Est-ce que vous avez remarqué que vos meilleures idées ne viennent pas forcément quand vous êtes au bureau ou en train de répondre à des emails ? Et non, en effet, elles surgissent plutôt quand on est sous la douche, quand on est en train de faire une promenade, ou même quand on est en train de rêver. Alors pourquoi le fait de se détendre, c'est aussi crucial pour le génie ? Eh bien, comme on l'a vu, la concentration, elle est essentielle pour atteindre l'excellence, selon l'auteur. Mais c'est qu'une partie de l'équation. Les génies savent aussi quand ralentir et quand laisser leur esprit vagabonder. Prenez Newton, par exemple. Il avait cette capacité incroyable à méditer longuement sur un problème, mais aussi à se détendre pour laisser son esprit explorer de nouvelles choses. C'est dans ces moments-là qu'il a fait des découvertes révolutionnaires en physique et en astronomie. Et c'est pas un concept nouveau, déjà dans la Grèce antique, les philosophes discutaient tout en marchant. Plus récemment, des écrivains comme Charles Dickens parcouraient jusqu'à 24 km par jour en réfléchissant à leurs œuvres. La marche, par exemple, c'est une activité simple qui permet de se détendre tout en stimulant la créativité. Ok, donc d'après l'auteur, marcher c'est une excellente façon de se détendre et de stimuler ses idées, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus efficace encore ? Oui, et c'est le sommeil. C'est pendant le sommeil, et en particulier durant la phase de rêve, que certaines parties de notre cerveau se mettent à travailler intensément. Cette phase stimule les zones liées à la mémoire, aux émotions et à la créativité. Des génies comme Salvador Dali ou Paul McCartney ont eu leurs idées les plus brillantes en rêve. Ça montre bien qu'un bon repos, c'est aussi essentiel que de longues heures de travail.
D'accord, donc ce qu'on retient ici, c'est que se détendre, marcher et surtout dormir, c'est bien plus qu'un simple moment de pause. C'est essentiel pour permettre à notre cerveau de faire les connexions nécessaires à la créativité. Et maintenant, on va enfin arriver à la conclusion, Paul, c'est ça ? C'est ça, on va récapituler tout ce qu'on a appris sur ces habitudes secrètes des génies et on va voir comment les appliquer dans notre propre vie. Nous voilà donc à la conclusion et on a vu dans ce snap que le génie repose sur quelques éléments fondamentaux que l'on retrouve chez les plus grands esprits à travers les cultures et les époques. Ces éléments incluent la capacité à combiner une concentration intense avec des moments de détente créative, à transformer ses faiblesses en force et à avoir le courage de briser les règles. En plus de ça, les génies partagent un regard audacieux et enfantin sur le monde, ainsi qu'une curiosité insatiable qui les pousse constamment à en apprendre davantage. Un conseil pratique qu'on peut tirer de tout ça, c'est essayer une promenade relaxante. Comme on l'a vu avec Charles Dickens ou les philosophes, marcher peut stimuler notre créativité. Mais attention, il ne s'agit pas de marcher trop vite ou de transformer cette activité en exercice physique intense. Prenez le temps de flâner, laissez votre esprit vagabonder. Si vous marchez trop rapidement, votre cerveau va se concentrer sur le mouvement et vous perdrez les bienfaits créatifs d'une marche lente. Eh ben merci pour ce snap fascinant, Paul, et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce voyage à travers les habitudes cachées des génies de Craig Wright. On se retrouve très bientôt pour un nouveau snap. Portez-vous bien d'ici là.